Pourquoi personne ne parle jamais du secteur des utilities? Parce qu'il semble plutôt délaissé par les investisseurs, à tort ou à raison. Alors, oui, c'est vrai que contrairement à la tech ou au luxe, parler des entreprises de services aux collectivités, ça n'a rien de bien sexy. Pourtant, c'est un secteur qui propose souvent des hauts rendements et de gros gains potentiels. Bon, c'est vrai aussi qu'il fait face à des enjeux importants qui le rendent actuellement encore moins attractif. Mais au final, ce que vous cherchez, c'est bien un portefeuille équilibré qui puisse faire face aux crises quelles qu'elles soient, non? Du coup, j'ai essayé de vous trouver 5 mastodontes du secteur utilities qui ont déjà fait leurs preuves. Et à la fin, on verra si l'une de ces actions sort du lot pour la faire entrer dans le portefeuille de la chaîne. Bon du coup, on y va? Allez, on y va! Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de 1, 2, 3 Richesse, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens, et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix, et avec mon alter ego narratif Le Cube, un grand bonjour à toute la communauté. Nous allons continuer à parcourir les grands secteurs boursiers, et voir si aujourd'hui nous investissons dans celui dit des utilities, que l'on nomme également service public ou service aux collectivités. Et par service public, on entend ici en réalité les entreprises privées fournissant des services dits essentiels au public. En général, électricité, gaz naturel, eau et parfois communication. Ouvert à la concurrence au milieu des années 1980 aux États-Unis et dans les années 2000 en Europe, les actions de type utilities sont considérées comme des îlots de stabilité en cas de période de tension sur les marchés financiers. Perçu comme un secteur défensif, il n'offre pourtant pas que des avantages dans un portefeuille d'investissement. Libre à chacun de les intégrer ou pas. Parmi les avantages, on trouve la stabilité des revenus, les contrats à long terme, la réglementation gouvernementale et la nécessité pour les gens d'utiliser eau, électricité et gaz en font des valeurs refuges en période d'incertitude économique. Une couverture contre l'inflation. À mesure que les prix augmentent, les sociétés de services publics peuvent ajuster leurs tarifs, maintenant ainsi leur rentabilité. Dernier point, elles proposent souvent des rendements de dividendes élevés et sont donc très attrayantes pour les investisseurs axés revenus. Pour autant, leur statut même apporte son lot d'inconvénients. Déjà, la réglementation est à double tranchant pour les utilities. Les changements dans les politiques réglementaires peuvent avoir un impact significatif sur leur fonctionnement et sur leurs marges bénéficiaires. Parallèlement, les enjeux écologiques actuels entraînent un défi majeur, la transition vers des énergies plus propres. Les investissements massifs nécessaires amènent un endettement plus important, comme vous allez le voir, que pour les autres secteurs. Dernier point, les actions des services aux collectivités sont sensibles aux variations des taux d'intérêt. Lorsque les taux augmentent, les investisseurs peuvent se tourner vers des obligations à plus haut rendement, ce qui affectera les prix des actions des services publics. Autant d'éléments à prendre en compte avant d'aborder nos 5 actions sélectionnées pour ce secteur, qui ne représentent en rien des conseils d'investissement d'ailleurs. Tenez-vous-le pour dit. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous découvrez la chaîne, commencez par vous abonner. Enfin, ça c'est si vous voulez vraiment nous suivre et ainsi apprendre à investir vidéo après vidéo et ne pas manquer un seul épisode. Engie est un groupe énergétique industriel français né de la fusion entre Gaz de France et Suez. Il est actif dans les domaines de l'électricité, du gaz naturel et des services énergétiques. Il propose des services de vente aux entreprises et aux particuliers, exploite le réseau de transport et de stockage et est impliqué dans la production énergétique, nucléaire notamment. Les indicateurs de résultats ne donnent pas de signaux très clairs pour l'entreprise. Après une absence de croissance à 10 ans, on la voit réapparaître à 5 ans. Pour autant, le chiffre d'affaires repart à la baisse entre 2022 et 2023. Cela dit, on peut noter une remontée du résultat brut et une légère remontée des bénéfices. À voir s'il s'agit d'une tendance durable ou d'un simple sursaut. Comme pour les résultats,
les indicateurs d'endettement sont plutôt en dents de scie. Il y a du bon, du moyen et du dangereux. Globalement, Engie est une entreprise dont la dette est supérieure à ses fonds propres. Et même si elle semble la gérer, le nombre d'années nécessaires pour la rembourser est élevé. En gros, autant dire que je n'aime pas beaucoup ce que je vois. L'entreprise possède et génère de l'argent en plus. L'écart entre le cash flow opérationnel et le free cash flow montre qu'elle réalise des investissements importants, mais avec une certaine marge de sécurité. Tout ça est cohérent avec la dette de la société, même si Engie reste dans une situation financière fragile. Les marges sont dans la norme, sans plus, mais déjà elles sont présentes. On peut noter que la marge brute va dans le même sens que l'EBITDA, ce qui indique que la société gère bien la pression existant sur le business. Au niveau de sa rentabilité, Engie génère du rendement, mais à un niveau inférieur à la moyenne de son secteur. D'ailleurs, le ROA, puisqu'en présence de dette, mieux vaut utiliser cet indicateur pour évaluer la performance, le ROA donc est très faible, voire quasi nul à 10 ans. Parallèlement, Engie propose un rendement de plus de 10%. Oui. Ah, la tentation du gros dividende. Mais ne nous laissons pas emporter et dirigeons-nous maintenant vers le sud de l'Europe. Iberdrola est une entreprise espagnole spécialisée dans la production, la distribution et la commercialisation de gaz et d'électricité. En 2022, c'était le 5e plus gros producteur mondial d'électricité. La société est aussi le plus gros producteur d'énergie nucléaire d'Espagne et l'une des plus grosses capitalisations de l'IBEX 35, l'équivalent de notre CAC 40. L'entreprise est également active dans plus d'une dizaine de pays sur 4 continents. Il est à noter qu'elle s'est tournée dès 2001 vers les énergies renouvelables. Pour ces résultats, l'entreprise est plutôt en bonne santé financière. Sa croissance reste faible, mais plus régulière que celle de ses concurrents. On peut déplorer une baisse de l'EBITDA entre 2022 et 2023, mais qui suit son accroissement rapide entre 2021 et 2022. Donc on est plutôt pas mal. Au niveau de sa dette, l'entreprise est saine, même si elle a actuellement plus de dettes que de fonds propres du fait des investissements massifs réalisés depuis plusieurs années par le secteur. Le current ratio bas indique une situation délicate sur sa dette à court terme. Mais dans le même temps, son DTI montre qu'elle pourrait rembourser sa dette totale en très peu de temps. Donc, tout peut dépendre de la politique de remboursement de l'entreprise. Sa trésorerie est positive avec une belle croissance du free cash flow à 5 ans qui contraste avec celle à 10 ans. Mais malgré tout, l'entreprise reste dans une situation assez fragile du fait de son niveau d'endettement. Disons que c'est correct, sans plus. Globalement, les marges sont plutôt bonnes. Cependant, on constate un ralentissement de la croissance de la marge brute. Parallèlement, puisqu'on observe également une tendance baissière du résultat brut, on a donc un business sous pression avec une augmentation des charges. Mais, on voit une légère accélération de la croissance de la rentabilité sur les 5 dernières années par rapport aux 10 dernières années. Donc, malgré l'endettement et la pression sur les charges, l'entreprise semble plutôt bien s'en sortir, même si sa rentabilité est loin d'être extraordinaire. On est donc face à une entreprise qui sauve les meubles par rapport à son niveau d'endettement, mais aussi par rapport à la concurrence. Parallèlement, Iberdrola propose un rendement de 4,51% versé depuis 32 ans et qui n'a pas diminué depuis 9 ans. À voir donc. Red Eléctrica de España, maintenant Redeia, est une entreprise s'occupant de l'exploitation et de la gestion du réseau de transmission du système électrique en Espagne et à l'international. De plus, elle gère et construit des stockages d'énergie et de cycles de l'eau, et s'est également développée dans le domaine de la télécommunication par satellite. Un panel large d'activités donc. Alors, comment dire ? Je crois qu'en matière de stabilité, on peut rarement faire mieux. Quelles que soient les circonstances, on a l'impression que ça ne touche pas l'entreprise. Le problème étant que la croissance est réduite au strict minimum. De plus, la tendance baissière du résultat net et la légère croissance du chiffre d'affaires montrent un début d'affaiblissement de l'entreprise. Avec Redeia, l'hypothèse d'un secteur utilities globalement endetté se confirme. Ici,
Même si on a une entreprise saine au niveau de sa dette, celle-ci reste bien supérieure à ses fonds propres. Mais en même temps, son gearing est en nette baisse depuis 2021. Cela dit, l'ensemble fournit des signaux préoccupants pour l'entreprise du point de vue de son endettement. Ce n'est pas très bon. Du côté de son cash, l'activité de l'entreprise lui permet de dégager de l'argent en plus. Mais visiblement, les différents investissements ont tellement grévé son free cash flow qu'il est actuellement négatif, ce qui est le signe d'une extrême fragilité. En termes de marge, par contre, on change complètement de discours, car elles sont exceptionnelles. Cependant, on peut noter que la marge brute chute entre 2022 et 2023, et que la marge d'exploitation a chuté entre 2021 et 2022, avant de remonter à sa ligne. La marge nette, elle, reste régulière. Mais ces niveaux de marge, couplés avec un ratio de charge d'intérêt inférieur à 15%, nous donnent un potentiel avantage financier. Parallèlement, l'entreprise génère des rendements, mais son ROCE, bien que supérieur à la moyenne de son secteur, est en baisse depuis près de 5 ans. Le capital employé génère donc de moins en moins de rendements. Et ça, c'est un drapeau rouge. Ce qui est confirmé en partie par l'écart entre ROA et ROE, montrant que l'endettement est trop important par rapport à la rentabilité des actifs. Bon, je crois que tout est dit là. À côté, l'entreprise offre un rendement de plus de 6% versé depuis maintenant 24 ans. Mais continuons notre petit parcours et dirigeons-nous maintenant vers la botte italienne. Enel est un groupe italien multiservice, électricité, eau et gaz, deuxième plus gros producteur mondial d'électricité après EDF. Parallèlement, l'entreprise est le plus gros producteur d'énergie géothermique au monde et dispose également des plus importantes centrales photovoltaïques italiennes. La société connaît globalement une croissance faible. Elle génère de la richesse, mais montre des signes d'affaiblissement, notamment sur la croissance de son résultat net qui tend à se ralentir. Donc rien de bien transcendant là. Et puis on passe à l'endettement. Et là, les choses se compliquent. Parce qu'investissement massif rime souvent avec endettement massif. Et c'est tout à fait le cas. L'entreprise est donc fortement endettée et montre des signaux préoccupants. En gros, la totalité de son activité est financée par la dette, qui va donc peser fortement sur la rentabilité future. Rien de bien engageant donc. Du point de vue de sa trésorerie, l'entreprise possède de l'argent en plus, mais avec une importante volatilité. Elle génère de l'excédent, mais la croissance de celui-ci tend à se ralentir sur les 5 dernières années. D'ailleurs, la marge de sécurité de ses flux de trésorerie est moins solide que celle de son secteur. À nouveau, rien de folichon. Pour les marges, elles sont meilleures à 5 ans qu'à 10 ans. On a donc une légère progression de celle-ci, ce qui est un bon point. De plus, il y a une nette amélioration entre 2022 et 2023, après une dégradation à partir de 2020. Même si les performances sont plutôt faibles, on reste quand même sur une société ayant un fort potentiel. Son ROCE reste supérieur à celui du secteur, même si l'entreprise ne semble pas tirer le meilleur parti de son capital employé. Après, ne nous leurrons pas, Enel n'est intéressante que pour son rendement, actuellement de 6,61%. Donc, un investisseur peut miser dessus du fait de sa taille et de son importance sur le marché mondial, mais à condition qu'il l'équilibre éventuellement avec une autre entreprise présentant un profil moins risqué. Très bien. Pour notre dernière action, repartons un peu plus au nord, et plus particulièrement vers l'Allemagne. E.ON est une société européenne du secteur de l'énergie faisant partie de l'indice DAX. La société fournit de l'électricité et du gaz, ainsi que des produits et services améliorant l'efficacité énergétique pour les entreprises et les entités publiques. E.ON est parvenue à s'établir dans le secteur stratégique de l'électricité, dans les pays de l'Europe de l'Est, mais est également présente en Russie dans le secteur du gaz naturel. La société connaît une croissance forte du chiffre d'affaires et de son EBITDA à 5 ans. Par contre, son bénéfice d'exploitation, même s'il est à nouveau positif, n'est pas très bon sur le long terme. De plus, son résultat net est en forte baisse, même s'il reste positif. On a donc ici des signaux d'affaiblissement de l'entreprise. Sans surprise, on retrouve à peu près le même schéma que pour les autres entreprises de cette sélection.
E.ON est fortement endetté avec de nombreux signaux préoccupants. À nouveau, c'est la gestion de cette dette qui devient l'enjeu d'un possible retour de la croissance. L'activité de l'entreprise permet de dégager de la trésorerie. Mais comme pour Redeia, les investissements réalisés ont vidé les caisses. Le free cash flow est donc négatif. On a ainsi une dégradation du bilan et une position financière fragile pour la société. Globalement, la croissance des marges reste faible. Pour autant, mis à part pour la marge brute, elles ont une croissance meilleure à 5 ans qu'à 10 ans, ce qui montre une légère tendance à leur accélération. Parallèlement, E.ON génère du rendement mais à un rythme très faible. D'ailleurs, sa rentabilité est inférieure à la moyenne de son secteur. De plus, comme son ROE et son ROA divergent, la rentabilité des actifs est donc trop faible par rapport à son niveau d'endettement. On est donc bien sur une entreprise en situation très fragile. Mais c'est un peu ce qu'on retrouve sur l'ensemble du secteur actuellement. Cela dit, E.ON propose un dividende avec un rendement actuel de 4,42% versé depuis 30 ans, ce qui n'est pas à négliger. Effectivement. Bon, maintenant que notre tour d'horizon est fait, voyons si nous allons investir sur le secteur. Actuellement, je vois fleurir des vidéos sur le mini-crash boursier en cours au titre évocateur. Panique en bourse, mon portefeuille s'effondre, et autres l'agonie des marchés. On croirait des bandes annonces de blockbuster catastrophes. Oui, c'est vrai. Pourtant, lorsque je regarde le portefeuille de la chaîne ou mon propre portefeuille, on est bien loin de la débâcle annoncée. On a une valorisation de 12% et un rendement total de 6,10%. Donc on est... Plutôt pas mal pour un portefeuille qui a en gros 1 an. Et au final, ça tient à peu de choses. L'achat de valeurs de qualité remplissant les objectifs fixés, le tout couplé à l'analyse des dites valeurs, bien sûr. Après, je ne dis pas que la stratégie utilisée est la seule valable ou la meilleure qui soit, mais elle remplit son rôle. Créer un portefeuille de revenus le plus stable possible. Ce qui nous amène à notre choix du jour, sans doute bien différent de ce que vous attendez. Parce que la décision a été compliquée. Bon, vous l'avez constaté, en Europe, la majorité des utilities peinent à renouer avec une véritable croissance. Engie est en pleine errance, Redeia et E.ON ont des problèmes de trésorerie et toutes ont des niveaux d'endettement élevés liés aux investissements nécessaires à leur transition énergétique. Et attention, nous ne disons pas que ce sont de mauvaises sociétés, car on a ici les plus gros acteurs mondiaux du secteur. Mais actuellement, leur niveau de valorisation ne semble pas correspondre à la qualité de leurs fondamentaux. Ce qui veut dire que, pour l'instant, nous n'entrerons pas sur ce secteur. Mais, ne pas investir sur le secteur des services aux collectivités ne veut pas dire que l'on ne va pas investir du tout. Du coup, comme le cube a des liquidités, on va en profiter pour renforcer au moins une position. Et après mûre réflexion, je vais renforcer SAMS, qui montre de bons fondamentaux et que nous avions analysé dans l'épisode précédent. De cette façon-là, je reste 100% investi sur les marchés. Donc, mis à part l'allocation en capital, la composition du portefeuille ne change pas. Pour l'instant, et pour l'instant seulement. Car l'idée est plutôt de mettre le secteur utilities de côté avant d'y revenir dès que les choses s'amélioreront. Mais si vous voulez investir dans un autre secteur proposant de hauts rendements, je vous conseille d'aller jeter un œil à cette vidéo, où l'on vous propose une analyse rapide de 5 entreprises du secteur communication. De belles pistes à étudier. Voilà les amis, j'espère que ce contenu vous a été utile. Je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker et partager cette vidéo pour aider à sa diffusion, parce que c'est le truc qui aide le plus la chaîne. Merci à tous ceux qui le font déjà. Si vous faites partie de ceux qui regardaient de nombreuses vidéos de la chaîne sans être abonné, eh bien cliquez sur le bouton abonnement, car ça ne deviendra pas subitement mauvais. Et il ne reste plus qu'à se retrouver dans une nouvelle vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça. Le luxe serait plus sexy que les utilities.
utilities. On s'en fout. En bourse, les deux sont des affaires d'argent. Alors que l'élégance, elle, est une question d'éducation.